Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Malheureusement, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on entende parler de crimes ignobles au journal, à la télé ou à la radio. Du matin au soir, les médias reprennent et partagent ce type d'informations et ça donne réellement l'impression que chaque jour est pire que le précédent. Mais le plus terrifiant, c'est quand non seulement on entend parler d'un crime, d'un attentat ou d'une fusillade, mais c'est encore plus étonnant quand on apprend que leurs auteurs ne sont même pas majeurs et qu'ils sont encore des enfants, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on part ensemble à la découverte de 9 enfants extrêmement dangereux. C'est parti. Numéro 1, Amardip Sada. Beaucoup d'entre nous souhaiteraient redevenir des enfants pour ne plus avoir de problèmes et retrouver l'innocence et la tranquillité qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes. Mais malheureusement, pour certains, même enfants, cette innocence n'a pas ou du moins quasiment jamais existé, et c'est justement le cas d'Amardip Sada qui est connu pour être le plus jeune tueur en série au monde. C'est un enfant qui vit en Inde et qui a commencé ses crimes à 7 ans en tuant des bébés de son village. Il a heureusement été arrêté avant qu'il ne fasse plus de dégâts l'année suivante quand il avait 8 ans, mais parmi ses 3 victimes, il y avait sa petite sœur âgée de 8 mois à peine qu'il a tué par étranglement. Sa deuxième victime était sa cousine qui avait 6 mois et sa dernière victime était la fille d'un voisin. Sada l'a tuée en la frappant à coups de briques avant de l'enterrer. Et ce qui est également très grave dans cette histoire, c'est que sa famille a caché les 2 premiers assassinats afin qu'il n'aille pas en prison, car personne d'autre qu'eux ne le savait, mais avec le 3e meurtre, d'autres villageois l'ont directement dénoncé aux autorités. Une fois arrêté, les policiers l'ont interrogé et il s'est contenté de sourire à chaque fois qu'on lui parlait de ses victimes et il expliquait ses crimes avec fierté. Résultat, à cause de son jeune âge et des lois en Inde où il est interdit d'emprisonner un enfant à vie, Amardip Sada a été enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans dans une prison de la ville voisine. Et vu que cette histoire remonte à maintenant 11 ans et qu'il avait 8 ans, il a sûrement dû être relâché il y a plusieurs mois, mais ça reste confidentiel car les informations concernant sa libération n'ont pas été rendues publiques. Numéro 2, Jarrell Milton. Pour la prochaine histoire, on va parler de 2 hommes âgés d'une trentaine d'années, Jamie Melray et Charles Fisher, et qui faisaient tous les deux du business pas très légal car ils vendaient de la drogue. Mais leur vie bascule le 29 juin 2015, ce jour-là ils avaient organisé un rendez-vous avec un client pour lui vendre de la marijuana. Pour eux, tout devait se passer normalement comme d'habitude et la transaction était censée avoir lieu dans un parc du Nebraska aux États-Unis, mais c'est loin de s'être passé comme ils l'avaient prévu. À leur arrivée au parc, 3 personnes leur tendent une embuscade, ils les encerclent, pointent leur arme sur eux et leur tirent dessus. Le premier, Rémi Melray, est touché à la tête et au cou et meurt à cause de ses blessures, et Fisher, son ami, n'a reçu qu'une balle à l'épaule et a heureusement survécu. Bon, c'est vrai qu'on entend souvent parler de règlement de compte à cause de la drogue, et cette histoire a l'air entre guillemets banale, mais en réalité elle est loin de l'être car les 3 meurtriers sont tous mineurs. Jarrell Milton qui avait 12 ans, son frère âgé de 17 ans et un ami à eux de 15 ans avaient prévu de voler les 2 vendeurs de drogue en les abattant. Ils ont été retrouvés quelques jours plus tard à 400 km du parc où ils avaient commis le crime, et les 2 ados de 17 et 15 ans ont été jugés comme des adultes et ont pris plus de 40 ans de prison. Concernant Jarrell Milton, les juges ont longuement hésité à le juger également avec la sentence d'adulte comme beaucoup d'enfants, car aux États-Unis ils estiment qu'un enfant qui commet un crime est déjà un adulte dangereux. Et c'est justement pour cette raison qu'ils ont refusé de signer la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais après décision des juges, ils l'envoient à Boy Town, une sorte de village réservé aux enfants dangereux qui ont commis des crimes afin de les rééduquer. Et récemment, il y a quelques mois, en avril 2019, 4 ans après la fusillade, la police a lancé un avis de recherche dans toute l'Amérique car Jarrell s'est évadé de Boy Town. Ils ont diffusé sa photo un petit peu partout à la télé et ont transmis un numéro pour que n'importe qui puisse appeler s'il le voyait. Et aujourd'hui, en septembre 2019, toujours pas de traces de lui. Numéro 3, on a quasiment tous déjà eu des petites disputes ou mésententes avec nos professeurs à l'école, mais au final, la plupart du temps, c'est rien de bien méchant et tout finit par s'arranger. Mais ce n'est pas le cas pour Will, un adolescent de 16 ans qui a été condamné en 2014 pour le meurtre de sa prof d'espagnol. Il s'est levé en plein cours, a avancé vers sa professeure de 61 ans, puis l'a poignardé de 7 coups de couteau avant d'être maîtrisé par les gens autour. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'avant de commettre son crime, il avait prévenu ses amis du lycée en leur disant qu'il avait l'intention de tuer non pas une, mais plusieurs professeurs, dont une qui était enceinte car il disait qu'il voulait tuer son enfant qui n'était pas encore né. Il avait même dit à un ami à lui qu'il voulait tuer plusieurs de ses professeurs et finir sa vie en prison car là-bas au moins il n'aurait pas à se soucier ni de son futur ni de son argent. Et ça fait vraiment mal au cœur quand on entend ce genre de choses, et surtout que ce meurtre a été fait sans aucun remords ni regret. Quand la police et les médecins l'ont interrogé, dans le rapport ils ont écrit de lui qu'il était presque inhumain. La raison, c'est qu'il aurait dit qu'après son meurtre il n'était pas sous le choc, qu'il était fier lors de l'acte et qu'il l'est toujours car
pour lui, le choix de sa vie était simple, soit il commettait ce meurtre, soit il se suicidait. Il a même dit qu'il savait que la famille de la professeure était malheureuse, mais qu'il s'en fichait. Et en réalité, je vais même pas faire de commentaires car il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce genre d'individu. Numéro 4, Christian Fernandez. Le prochain était un enfant d'à peine 12 ans lors des faits et il a été accusé d'avoir tué un de ses petits demi-frères en le battant et en le projetant violemment contre une bibliothèque. Blessé à la tête, le petit garçon a perdu connaissance sous le choc et ce qui est vraiment grave dans cette histoire, c'est que la mère, âgée de 24 ans, a attendu plus de 4 heures avant de se rendre à l'hôpital. Les policiers ont découvert qu'après l'acte de Christian, la mère a recherché sur Google que faire quand quelqu'un perd connaissance puis coup sur un enfant et entre-temps elle a vérifié ses comptes et téléchargé de la musique avant de chercher à 15 heures, soit plus de 4 heures après l'incident, le plan pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Le petit garçon est décédé quelques jours plus tard d'une fracture au crâne et d'une hémorragie et le médecin de l'hôpital a dit que si la mère de famille était tout de suite venue, alors il aurait peut-être été possible de sauver l'enfant. Elle a également été incarcérée pour homicide involontaire puis elle a été libérée quelques années plus tard. Concernant Christian, les juges ont longtemps opté pour la peine à perpétuité mais après des regrets, des aveux et plusieurs interrogatoires, sa peine a été allégée et d'après un reportage fait il y a quelques années sur France 5, sa peine s'arrêtait en 2018 pour ses 19 ans. Et donc au moment où je vous parle, il est sûrement en liberté. Numéro 5, celui-ci est un petit peu plus âgé et plus récent que les précédents. Philippe Manchos, un Norvégien de 21 ans, a ouvert le feu et tiré il y a quelques mois dans une mosquée en Norvège avant d'être maîtrisé par une des 3 personnes présentes dans le lieu de culte ce jour-là. Le héros s'appelle Mohamed Rafik, il a 65 ans et il raconte que dès qu'il l'a vu sortir son arme, il lui a directement sauté dessus pour sauver la vie des gens autour. Le meurtrier était connu pour avoir des propos et des pensées extrêmement racistes et xénophobes et c'est justement pour cette raison qu'il a commis cet acte. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés dans la mosquée, mais malheureusement, quelques heures plus tard, dans l'appartement du tueur, on a retrouvé le cadavre d'une jeune femme qui a été identifiée comme étant sa demi-sœur et il a donc été inculpé pour homicide et attentat. Et ce qui n'a pas arrangé son cas, c'est que quand on lui a mis des avocats commis d'office pour le défendre, il les a refusés car les deux étaient des étrangers. Numéro 6, Dylan Roof. Celui-ci a le même âge que le précédent et son acte a été commis pour à peu près les mêmes raisons, le racisme, la haine et la xénophobie. Âgé de 21 ans, il est entré en 2015 dans une église de la communauté afro-américaine en Caroline du Sud, il a tiré plus de 70 coups de feu et a tué 9 personnes. Il a dit aux policiers qu'il voulait par son geste déclarer une guerre entre les races et il n'a pas frappé au hasard mais il a bien choisi l'endroit car ils disent que cette église était réputée depuis près de 200 ans pour être un symbole de la lutte contre l'esclavage et la discrimination raciale. Et comme beaucoup de psychopathes, il n'a pas éprouvé un seul regret pour son geste ou pour les innocents qui sont morts, mais il dit que le seul regret qu'il avait, c'est d'avoir fichu sa propre vie en l'air pour, je cite, des gens qui n'auraient jamais dû être là ni exister. Il a été reconnu coupable pour 33 accusations de crime et condamné à 9 peines de prison à perpétuité ainsi qu'à la peine de mort. Numéro 7. Les restrictions d'âge sur les jeux vidéo ne sont pas seulement là pour décorer la pochette, mais elles ont une réelle utilité. En 2013, en Louisiane, aux États-Unis, comme d'habitude, un jeune garçon de 8 ans dont le nom est resté anonyme a tué sa nourrice de 87 ans d'une balle dans la tête alors qu'elle regardait la télé. D'après les inspecteurs, il jouait très régulièrement à GTA 4, qui est un jeu qui, on ne va pas se mentir, est quand même assez violent pour un enfant. Cet incident a relancé les débats sur la violence des jeux vidéo, mais l'éditeur du jeu a immédiatement réagi à cette affaire en disant que des études très sérieuses ont prouvé que GTA et les crimes qui sont commis par ceux qui y jouent n'ont absolument aucun lien. Mais en réalité, une autre question est beaucoup plus légitime que cela, où est-ce qu'il a trouvé l'arme pour commettre ce crime? Et beaucoup de personnes disent que la responsabilité des parents est énorme car ils ont commis 2 erreurs. Première, laisser jouer un enfant de 8 ans à un jeu de moins de 18 ans et la deuxième, qui est sûrement la plus grande, laisser une arme à sa portée dans la maison. Numéro 8. Comme on vient de le voir, certaines études sérieuses auraient prouvé qu'il n'y a pas de lien entre les jeux vidéo violents et les actes de violence de ceux qui y jouent, cependant beaucoup de faits divers prouvent le contraire. Encore avec les jeux vidéo, Daniel Petric, devinez sa nationalité, est un adolescent de 16 ans qui avait pour habitude de jouer au célèbre jeu Halo 3 avec ses amis. Le truc c'est qu'il devient vite accro et ses parents décident logiquement de lui confisquer le jeu quelque temps afin qu'il se remette en question et surtout qu'en tant que parents qui souhaitent le bien pour leurs enfants, ils n'aiment pas trop ce jeu à cause de la violence à l'intérieur. Résultat, le père le cache dans une boîte au fond d'un placard qui contient également un autre objet beaucoup plus dangereux, un revolver. Et un mois plus tard, Daniel n'a toujours pas oublié cette histoire et en cherchant le jeu, il tombe sur la boîte et sur l'arme. Sa mère arrive au même moment et il commettra l'un des pires actes en lui tirant dessus par vengeance, ce qui la tuera sur le coup. Et quand son père rentre, il est sous le choc en voyant le corps de sa femme sur le sol, mais Daniel lui n'assume pas du tout son geste et tente de donner l'arme à son père pour lui faire porter le chapeau. Heureusement, son plan n'a pas marché, il est directement arrêté par la police, il est accusé de meurtre et finira le reste de sa vie en prison. Et le numéro 9, Michael Carneal.
Michael est un jeune de 14 ans qui un jour en 1997 décide de faire une chose totalement absurde qui brisera sa vie. Il vole des armes et des couteaux à sa famille et se rend à l'école de sa petite sœur le jour où il y avait un spectacle, et une fois à l'école, il repère un groupe de jeunes filles qui chantent et commence à tirer dans le tas alors qu'il ne connaît personne. Il tue 3 personnes, il en blesse 5 et une fois son crime terrible terminé, il a dit « Tuez-moi s'il vous plaît, je n'arrive pas à croire que j'ai fait une chose pareille ». Après enquête, la police s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'amis, qu'il était victime d'harcèlement et qu'à cause de sa faiblesse physique, les gens se moquaient de lui et ce serait justement cette raison qui l'aurait poussé à faire cet acte. C'était tout pour moi la team Regard Neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Évidemment aujourd'hui cette vidéo n'était pas très joyeuse car il y a beaucoup d'histoires qui brisent le cœur, mais dès demain on abordera d'autres thèmes un petit peu moins tristes. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.